Vous êtes sur RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Éric Zemmour. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Marie-Pierre Haddad de RTL.fr. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Pour les nombreuses questions, interpellations des internautes, vous pouvez d'ailleurs réagir en direct. Hashtag le grand jury sur tous nos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Gindre pour TF1 LCI. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors Éric Zemmour, dans votre dernier livre, voici ce que vous écrivez. À chaque fois, la France a trouvé en elle-même, au sein de son peuple, que ce soit Jeanne d'Arc, Bonaparte ou De Gaulle, un homme providentiel qui porte le fer et rassemble les énergies au nom de la survie de la nation. Alors en vous lisant, on se dit que vous pouvez vous percevoir comme cet homme providentiel. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait, Éric Zemmour, vous faire renoncer à être candidat à la présidentielle ? C'est un peu difficile de s'auto-proclamer homme providentiel. Même le général de Gaulle l'a pas fait, c'est dire. Non, je me prétends pas un tel homme, surtout avec des exemples pareils. Je voulais simplement dire que il faut ne pas renoncer, il faut ne pas désespérer. Je le disais même à moi d'ailleurs, même à moi. Donc vous n'allez pas renoncer, justement la question se pose. Alors, deuxièmement, je suis en tournée tous les week-ends en ce moment depuis 1 mois et demi. Vous verriez l'ambiance, la ferveur, ce mélange de désespoir et d'espoir, c'est-à-dire très paradoxal, c'est-à-dire que les gens sont inquiets, désespérés, ils craignent pour leur pays, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et ils me disent ne nous abandonnez pas, mais de ce fait, est-ce que sauvez-nous, votre décision soyez notre est homme prise providentiel. Pardon. Est-ce que votre décision est prise puisque Non, mais c'est ce que vous dites la les gens. décision, elle mûrit dans ma tête. On va pas jouer à chaque fois que je vais faire une émission de télé ou de radio à me dire bon, est-ce que vous serez candidat, etc. Quand je me déciderai, je viendrai, vous inquiétez pas. Mais je vous n'êtes dirai pas voilà, décidé. je suis candidat et tout le monde sera content. En tout cas, ceux qui m'aiment, bon, il y en a quand même de plus en plus. Non mais là, c'est pas de savoir si vous allez nous dire si vous êtes candidat. Est-ce que votre décision est prise à ce jour sans... Disons que ce Nous qui est l'avons vrai, fait. c'est que quand je vois les réactions des gens qui me disent ne nous abandonnez pas, qui me disent vous êtes notre homme providentiel, il faut écouter ce que me disent les gens toutes les semaines. Et c'est même émouvant, c'est même, comment vous dire, ça fait à la fois chaud au cœur et ça donne une responsabilité énorme. Donc, si vous voulez, ça compte évidemment dans ma prise de décision. Et Et les donc, dates, dans les- l'hypothèse où vous vous présentez, est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner l'élection présidentielle ? Ah, vous savez, moi, quand je joue au tennis ou au foot, c'est toujours pour gagner. Je joue jamais pour perdre. C'est un principe depuis que j'ai 8 ans. Donc, oui, si je me présentais, ça serait pour gagner, évidemment. On dit que le 9 novembre peut être une date pour vous possible de candidature, puisque c'est l'anniversaire de la Vous mort du savez- général de Gaulle. Est-ce que ça peut être une date symbole pour vous ? J'ai appris, quand j'étais journaliste politique, la phrase de Bernadette Chirac qui répétait sans cesse « Ceux qui savent ne disent rien, ceux qui ne savent pas parlent ». Donc, ça fait partie de la phrase de Bernadette Chirac. Guillaume, Il y a quelqu'un qui pense que vous ne pouvez pas gagner cette élection, c'est Marine Le Pen, qui dit « Vous n'avez aucune chance, il n'a aucune chance d'être présent au second tour parce que vous méprisez une grande catégorie de Français. » Et là, il y a un reproche qui est de dire « Le président de la République, c'est quelqu'un qui doit rassembler, alors que vous divisez. » Il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, le mépris d'une partie des Français. Je ne vois pas où il y a seulement un mot, une phrase qui prouve que je méprise une partie des Français. D'ailleurs, le mépris n'est pas dans mon caractère. Quand vous dites que Marine Le Pen est enfermée dans un ghetto ouvrier de chômeurs, le mot ghetto, est-ce que C'est c'est ça. pas un mot de mépris ? Ah d'accord. Non, j'ai compris maintenant, depuis que les sondages me donnent au second tour, j'ai compris que chaque mot que je prononce est décortiqué et retourné contre moi. Donc, je vais prendre, si vous voulez, le temps de Vos répondre adversaires très vous vite. écoutent. Quand je parle de ghetto, je parle de ghetto politique. C'est-à-dire que je considère que Marine Le Pen a enfermé ses électeurs, qui sont pour la plupart des électeurs des classes populaires, ouvriers, chômeurs, employés, dans un ghetto politique parce qu'elle n'en sort pas et parce qu'elle ne les sort pas de ce ghetto. C'est-à-dire que le vote pour Marine Le Pen ne sert à rien puisqu'elle ne peut pas gagner la présidentielle, puisqu'elle n'a pas
l'alliance avec une partie de la bourgeoisie des CSP+. Que vous avez, vous, En Éric France, Zemmour on ne gagne pas. C'est le Parti communiste des années 60. Vous savez, le Parti communiste est monté jusqu'à 25%. Bon. Il n'a jamais gagné, parce qu'il était enfermé dans un ghetto politique. Ce n'est pas insulter les gens qui y sont que de dire que c'est un ghetto politique. Au contraire, c'est de dire que celle qui les conduit ne les enferme dans ce ghetto politique. Mais- C'est pas la même chose. Mais je reviens à la critique de fond. Oui. Le président de la République, c'est celui qui rassemble. Mhm. Et vous, par les thèmes que vous utilisez dans votre pré-campagne, vous les divisez, les Français. D'abord, je ne crois pas à votre analyse. Je pense que le rassemblement est le faux-nez de la soumission à l'idéologie dominante. Le général de Gaulle divisait tellement qu'il a failli se faire assassiner plusieurs fois. Vous voyez, simplement, il tranchait. Il tranchait, il prenait des décisions. Il ne se soumettait pas à l'idéologie dominante. C'est ça, le président de la République. Deuxièmement, quand vous dites que je clive, non. D'abord, il y a un gros problème, un des points de désaccord fondamentaux avec Madame Le Pen, c'est que je n'emploie pas les mots de l'adversaire. Parce que moi, je crois au combat des idées, contrairement à elle, et je crois que la gauche, le génie de la gauche, c'est d'imposer sa sémantique et ses mots. Vous savez, c'est le vieux mot de Lénine qui disait « Faites-leur manger le mot, ils avaleront, vous leur ferez avaler la chose ». Ça, Madame Le Pen ne l'a jamais compris. C'est son problème. Mais vous assumez. Moi, je n'emploie pas les mots des Pardon, mais adversaires. juste- Donc je clive. Donc je clive parce que la gauche hurle. La gauche hurle quand Mais je c'est pas parle. cliver Parce qu'elle quand ne... on dit- Attendez, Oui. j'ai pas fini Non, mais ma c'est de démonstration. diviser, au-delà de cliver. Non, c'est non, de je ne diviser. divise pas. Pardonnez-moi, je vais y arriver. Donc, Vous choquez, vous blessez parfois. je choque, je blesse ceux qui veulent être blessés. C'est des professionnels de la blessure. Voilà, il y a beaucoup de professionnels de la blessure dans les médias. Non, Mais c'est pas que les médias, c'est Il y a les gens. beaucoup dans les médias. Attendez. Donc je continue. Donc je n'emploie pas, oui, les mots de la gauche. Et c'est pour ça que la gauche hurle. Et c'est pour ça que les médias hurlent. Parce qu'ils sont furieux. Ils ont compris qu'ainsi, je m'émancipais de leur dictature et j'émancipais les gens de leur dictature. C'est ça le plus grave pour eux. Donc ça, ils m'en veulent. Maintenant, excusez-moi, hein, mais quand vous dites que je clive et que être président rassemble, et c'est rassembler, c'est moi qui rassemble. Quand vous avez 67% des Français qui craignent le grand remplacement, 67% Guillaume Roquette, hein, c'est qui rassemble? Je suis le seul à employer ce mot-là. Madame Le Pen prend une moue dégoûtée quand elle entend ce mot. Quand je lis que 63% des Français considèrent que l'islam, pas l'islamisme, est une menace pour la République, qui rassemble? Je constate que Madame Le Pen est dans le dernier tiers de gauche de la France. Voilà. Qu'il y a un bloc qui est fait entre 65 et 70% des Français. Si c'est pas rassembler ça, je vous Pardon, demande est-ce que vous pardon, qu'est-ce mais que Éric c'est Zemmour, rassembler, Éric Zemmour, mais juste, et qui vous dites- pense attendez, exactement comme Éric moi et Zemmour. qui ne pense pas comme Et tout le reste alors, justement, de la mais classe tout de même, politique. quand vous voyez que notre sondage BVA Orange pour RTL dit que 7 Français sur 10 ne souhaitent pas votre candidature, là, ça peut quand même vous interroger sur votre capacité de rassemblement. Mais, Puisque vous parlez des sondages, Mhm. les mais évoquez. vous savez, pour l'instant, 1, je ne suis pas candidat, 2, on est au premier tour. Donc, je reçois les sondages. Moi, je vois sur le fond. Pas ma personne qui compte. La personne, c'est l'important, c'est le fond. Le fond, Mais une il y a élection présidentielle, c'est une 70%, incarnation. les 70% des Français qui sont d'accord avec les mots que j'emploie, qui clivent, qui choquent, qui blessent, etc. Maintenant, après, moi, je suis sûr que les Français vont tout à fait comprendre que entre celui qui emploie les mêmes mots qu'eux, celui qui fait les mêmes analyses qu'eux, c'est évident que c'est celui qui est le plus proche d'eux. Une question, Marie-Pierre. Oui, justement, quand vous dites que vous n'êtes pas candidat, on a reçu beaucoup de commentaires d'internautes, notamment Guillaume qui habite à Bordeaux. Je précise que ce n'est pas celui qui est en plateau avec nous. Il déclare, lui, que votre non-candidature, c'est un faux suspense. Et il dit, pourtant, vous dénoncez le cynisme des politiques. Et il trouve que là, au final, vous faites la même chose que ces politiques que vous dénoncez. Donc, pourquoi agir ainsi et au final, dénoncer et faire exactement la même chose? Mais parce que je vous ai déjà dit que je choisis mon moment. Je ne me laisse pas imposer mon tempo par les journalistes. Donc C'est votre tout. décision est Vous prise, parlez mais vous allez français choisir votre qui, moment. qui s'interroge Ma là-dessus. décision est prise dans ma tête, vous ne savez pas ce qu'il en est, et je choisirai mon moment.
C'est pas vous qui allez m'imposer mon tempo. Personne C'est ne une non, règle personne ne d'or. vous impose. Mais on a Mais bien votre compris que votre décision décision est était prise. Juste une question technique. Être candidat, ça veut dire à un moment avoir des parrainages et des dons. Est-ce que vous avez les parrainages et les dons, l'argent, le budget qu'il faudra pour cette campagne? Bah, ça, il y a des gens, vous savez, ça fait des mois que des gens qui souhaitent ma candidature, ils travaillent. Donc, Mais vous ne regardez on pas verra ce qu'ils bien. font Comment? Vous ne regardez pas ce qu'ils font? Vous ne savez pas combien vous avez de parrainages ou de dons aujourd'hui? Je regarde de loin. Vous savez, c'est pas mon souci, c'est pas mon sujet. Chaque chose en son temps et chaque personne fait selon ce qu'il sait faire. Moi, ce que je sais faire, c'est défendre des idées, c'est écrire des livres, c'est l'aller porter la bonne parole auprès des gens qui se reconnaissent en ce que je dis. Pardon, juste une petite chose sur les parrainages. Vous-même, vous en sollicitez. On vous a entendu en Corse, par exemple, au micro d'un reporter de RTL, Thomas Després. Vous vous entendez solliciter auprès d'un sénateur corse son parrainage. Donc vous-même les sollicitez. Mais quand je discute avec des maires, je leur dis, est-ce que vous seriez susceptible, si j'y allais, de me donner un parrainage? Il en faut Que mon 500. Vous Je avez sais. une idée du nombre de gens qui déjà vous ont promis leur parrainage? Non, je On n'ai a dû pas. vous le dire, Je n'ai quand pas. J'ai une idée, mais pour l'instant, ce n'est pas à être rendu public. Voilà, les gens travaillent, ils travaillent sérieusement. On avance. Les maires sont de plus en plus sensibles à mon discours. Vous savez, quand vous voyez un candidat potentiel qui est à 17-18% dans les sondages, de plus en plus de maires se disent, ça serait un déni de démocratie qu'il n'ait pas ces 500 parrainages. Ça me paraît le bon sens, et les maires sont très sensibles au bon sens, même si ils sont sujets à des pressions absolument scandaleuses, des comités, je vais vous dire de quoi, des communautés de communes, des métropoles, qui leur accordent des subventions et qui leur disent si tu donnes tel parrainage à tel candidat, fais gaffe, tes subventions sauteront. Ils me racontent tout ça. C'est absolument scandaleux, mais ça c'est dû à la loi inique de M. Hollande d'avoir rendu public les noms. Mais davantage des maires contre qui vous donnent que les contre les parrainages. autres? Pardon. Davantage contre vous que contre d'autres candidats d'opposition? Je pense que c'est davantage contre moi. Disons que je dérange un système partisan qui était bien huilé et qui s'attendait à un grand théâtre pour 2022, avec un second tour attendu et prévu par tous les médias et par tous les sondages entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et une belle victoire, aux surprises, d'Emmanuel Macron. Tout ça est un peu bouleversé par mon irruption. Vous êtes en train de créer un parti politique ou pas, Éric Zemmour? C'est ce que... Mais ça fait des mois qu'il a été créé, une association. Les amis d'Éric transformée- Zemmour, est-ce que ça va se transformer en parti Donc, politique? mais il a déjà été juridiquement transformé, ça fait longtemps. Il n'y a rien de nouveau Mais vous n'en avez sous pas le la soleil, présidence. ça fait des mois. Vous n'en avez pas la présidence. Mais si vous voulez, peu importe que j'ai la présidence, pas la présidence, vous savez, tout ça, c'est des détails. D'accord. Ne Alors- m'enfermez pas dans des Alors, détails. pas des On est détails, là mais pour juste où parler. votre décision est prise. Ne Est-ce que vous parlez pouvez pas de dire- la cuisine, ça Alors on va n'intéresse venir au fond. personne. On va venir au fond. Est-ce que vous pouvez juste nous Ça dire fait 10 minutes que je suis là pour est-ce que parler vous de avez, est-ce qu'il y a une cuisine. échéance? À part Guillaume qui parle Alors, de on va sujets venir. sérieux. Mais est-ce qu'il y a une échéance pour justement que vous disiez aux Français votre choix, votre décision? Est-ce que dans votre tête, vous dites c'est dans les 15 jours, dans le mois qui vient? Non, il n'y a pas d'échéance. Il n'y a pas d'échéance. Ok, alors on va sur le fond des sujets, Merci. notamment bien sûr sur le pouvoir d'achat, puisque c'est une préoccupation principale des Français. On le voit dans tous les sondages, Adrien Gindre. C'est même la première préoccupation des Français dans la dernière enquête d'Ipsos. Et cette semaine, le Premier ministre a annoncé 100 € pour 38 millions de Français qui touchent moins de 2 000 € net par mois. C'est une indemnité inflation, c'est le nom qui lui a été donné. Est-ce que vous considérez que c'est la bonne méthode et que le gouvernement a eu raison d'agir ainsi? Écoutez, il y a deux choses. D'abord, il y a des gens effectivement qui souffrent, qui ont des petits salaires. En France, il y a beaucoup de petits salaires. Il y a des gens qui gagnent moins de 2 000 €. Il y a même beaucoup de gens au SMIC à 1 250 €. Et donc, pour eux, 100 €, c'est important. Ça leur permet d'améliorer leur fin de mois. Et donc, effectivement, pour eux, ils seront toujours contents de recevoir ce chèque. Maintenant, je voudrais dire... Voilà, donc c'est très bien. Je suis très content pour eux. Maintenant, il faut comprendre un peu... vous savez, on n'est pas obligé toujours de voir par le bout de la lorgnette de l'individu, de la famille, etc. On peut essayer de voir globalement pour le pays. Je constate deux choses. D'abord, le gouvernement fait un chèque de 100 €, il va en récupérer beaucoup plus avec l'augmentation des taxes. En vérité, il donne de l'argent avec de l'argent que vont payer les gens. Il n'augmente pas les taxes. Il y a Il davantage de n'augmente pas les rentrées taxes, de par mais la comme il y a une croissance. augmentation du prix de l'essence, les taxes vont augmenter. Et donc, il va récupérer beaucoup plus. Deuxièmement, il arrose large.
C'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas d'automobile recevront ces 100 euros. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui ont une automobile subventionnent les gens qui vont à pied ou à vélo. Vous auriez fait quoi, vous, du coup? Je finis. Troisièmement, et on aurait pu, je vais vous répondre, on aurait pu imaginer, mais ça aurait été beaucoup plus coûteux pour les finances publiques, mais beaucoup plus honnête vis-à-vis des gens, une baisse des taxes sur l'essence. Parce que là, l'État, vraiment, se serait privé de recettes et aurait dit, voilà, pour le pouvoir d'achat des gens, je me prive de recettes. Mais ça, évidemment, c'est beaucoup plus facile de balancer 100 euros qui seront récupérés par une hausse des taxes. Et quatrième chose, beaucoup plus important, pourquoi nous en sommes arrivés là ? Pourquoi le prix de l'essence augmente ? Pardon, mais pourquoi juste... excusez-moi, c'est important. Ça a été longuement exposé. Non, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que vous feriez très concrètement, mais vous qui voulez être dedans. Je l'ai dit, d'abord, et je pense qu'il faut baisser les taxes. Oui, mais et deuxièmement, il faut une autre politique. C'est-à-dire pourquoi on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce que c'est facile de distribuer 100 euros, surtout avec de l'argent qui sera pris soit par les impôts, soit par la dette. Monsieur Macron fait un clientélisme à l'échelle absolument gigantesque. On a rarement vu une politique clientéliste aussi massive. On sait que les élections sont dans 6 mois, mais là, franchement, c'est énorme. Il arrose tout le monde. Mais je crois que le Figaro récemment a fait le décompte de tout ce qu'il arrose. Zemmour, c'est de l'argent qu'il ne fallait pas dépenser. Il ne faut pas aider les Français qui en ont besoin. Quand vous dites, on arrose. Vous faites de la démagogie. Vous faites de la démagogie, c'est-à-dire que vous tombez dans le panneau du gouvernement. Évidemment qu'il faut aider les gens qui en ont besoin. Sauf que c'est de l'argent, il sera récupéré. Il sera récupéré par les impôts ou par la dette. Donc c'est de l'argent qui sera récupéré. Là, pour l'instant, ils distribuent. C'est les bonbons qu'ils distribuent à tout le monde. Parfois, ce sont les impôts des plus riches et on donne aux plus modestes. Oui, bien sûr. C'est les impôts des plus riches, mais vous savez, après, ça se paye. Après, les prix augmentent. Après, la dette augmente. Après, l'économie diminue. L'économie stagne. Donc je voudrais répondre à la question fondamentale, qui est pourquoi on en est arrivé là. Parce que, tout simplement, on a poussé les industries pétrolières à moins investir dans le pétrole. Le résultat, c'est qu'on a raréfié l'offre. Et quand il y a une hausse de la demande, comme aujourd'hui, après le confinement dû au Covid et la relance économique, eh ben évidemment, les prix augmentent et les producteurs de pétrole se marrent. L'Arabie Saoudite, la Russie nous disent vous avez voulu raréfier l'offre de pétrole, vous avez voulu jouer tous les bons élèves de Greta Thunberg, voilà le résultat. Ça, c'est une première chose. Et on comprend. Et deuxièmement, on a inondé la France d'éoliennes en disant c'est formidable, c'est l'énergie de l'avenir, etc. Sauf qu'on a oublié un petit détail. C'est que l'éolienne est une énergie intermittente. Et vous démonteriez les éoliennes ? Et on sait qu'aujourd'hui... Comment ? Est-ce que vous démonteriez les éoliennes ? Marine Le Pen dit par exemple, il faut non seulement arrêter d'en construire, mais carrément démonter celles qui ont été mises en place. Le problème, elle a raison sur le principe. Mais le problème, c'est que justement, ça va poser encore plus de problèmes. Mais c'est une catastrophe, ces éoliennes. Les éoliennes sur Terre sont une catastrophe. Et je finis... Oui. Vous savez que la capacité de production de ces énergies est à 25% de leur maximum, vous savez ça. Et donc, dès qu'il n'y a pas de vent, et qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher du gaz, du charbon ou du pétrole. Ce qui fait que, là, par exemple, la politique de l'Allemagne, qui a été vantée par tous les médias, et par les écolos, de fermer les centrales nucléaires et de les remplacer par de l'éolienne, ça a procuré une explosion du CO2 avec des dépenses colossales. J'ai une question toute simple. Est-ce que vous croyez, parce que bien évidemment vous dites tout pétrole, tout nucléaire, mais est-ce que vous croyez au réchauffement climatique ou pas, vous ? Parce qu'il va y avoir dans quelques jours la COP26 à Glasgow, qui va être un événement important contre le réchauffement climatique. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous y croyez ? J'y crois. On me demande ça comme si je croyais à Dieu ou à... C'est pas une question de croyance. Est-ce que c'est une apparemment, moi, je ne suis pas un scientifique. Il ne faut pas me demander des choses. Je ne suis pas un scientifique. Donc, il y a des scientifiques qui sont réunis dans le GIEC. Très bien. Qui nous disent qu'il y a un réchauffement climatique. Très bien. Qui nous donnent des chiffres. Très bien. Moi, j'en prends acte. Je n'ai pas les moyens intellectuels pour contester. Et je continue. Et je dis simplement... la France est plutôt bien placée dans cette histoire. Grâce au nucléaire,
je vous accorde qu'au départ, c'était pas pour ça, mais grâce au nucléaire, on a un mix électrique qui est à 80 ou 90% sans émission de CO2. Nous sommes le pays du G7 et de l'Europe qui émet le moins de CO2. Mais donc vous n'êtes pas sûr qu'il y ait un réchauffement arrêtez de climatique. venir nous demander encore de Éric pousser Zemmour, les Français. qu'on comprenne bien, c'est important de bien comprendre vos Oui. positions. Vous n'êtes pas sûr qu'il y ait un réchauffement climatique. Mais je ne suis pas sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez me demander? Vous êtes sûr, vous? Vous le En savez, fait, vous? il y a quelque Est-ce que chose vous... de Non mais simple avec la attendez, science. est-ce que vous le savez, vous? Vous dites, Alors vous êtes comme moi, vous dites, lisez, non, mais vous croyez les c'est scientifiques logique. et vous Vous dites qu'il y a un choisissez réchauffement de les climatique. croire ou Vous de n'en ne êtes les pas croire. plus sûr que moi. Non, Non, on peut alors choisir arrêtez de me croire ou faire ne dire pas que je croire. crois qu'il n'y en a pas. Enfin, Ça marche maintenant, pas. c'est vos réponses, Il y a Éric une- Zemmour. voilà, il y a une- il y a Non, une- il n'y a pas de non-réponse. Ah non. bah, Ça, c'est vos ma réponse, elle est réponses qu'on claire. attend ici. Ma réponse, elle est claire. Je dis, Vous dites, c'est pas ici, votre nous affaire. sommes tous, nous n'avons pas les moyens intellectuels, tous ici, de vérifier la réalité des chiffres qu'on nous Mais donne, c'est le cas sur- la réalité des On peut analyses. faire Donc on la confiance aux croit, scientifiques. on la croit, on est tous, on a des scientifiques, on est d'accord, on la croit, Mais est-ce on dit que voilà, c'est- il y a une augmentation de Oui. CO2, très bien. Je vous dis simplement, la France n'a rien à voir là-dedans. Donc arrêtons. Quand les autres baisseront leur taux de CO2, quand les Allemands baisseront leur taux de CO2, quand ils arrêteront de prendre dans leurs centrales à charbon et d'acheter leur gaz aux Russes, quand les Américains arrêteront d'augmenter la CO2, on pourra parler. Mais il y a Donc, quand c'est même pas une des- priorité. Nous, pour l'instant, on est les plus économes et on est les plus vertueux. Oui, mais on pourrait montrer l'exemple. Mais pourquoi montrer? On montre déjà l'exemple, Guillaume. On montre déjà l'exemple. Voilà. On peut pas faire mieux. On est déjà en tête. Donc vous êtes contre, par exemple, l'augmentation des taxes sur le gasoil pour essayer de dissuader les Français d'avoir ce genre de moteur? Écoutez, je pense que il faut arrêter de dire tout et son contraire aux Français. Voilà. Il y a 10 ans, on leur a dit investissez tous dans le diesel. Et maintenant, on leur dit vous êtes des monstres parce que vous avez des diesels. Maintenant, on leur dit vous ne pouvez plus rentrer à Paris et dans les grandes villes parce que vous avez un moteur diesel. C'est absolument inique et discriminatoire. On leur dit maintenant, vous devez payer toujours plus de taxes. Je vous rappelle que c'était à l'origine des Gilets jaunes. Taxe carbone. Pour la fameuse taxe carbone. Moi, je dis qu'il y a un mouvement global, au-delà de cela, qui est, vous vous souvenez, la fameuse formule de Pompidou qu'on cite beaucoup, arrêtez d'emmerder les Français. Depuis 10 ans, on ne cesse d'emmerder les Français. On ne cesse d'emmerder les Français avec ces taxes, avec ces voitures qui ne peuvent plus rentrer dans les grandes villes, avec ces axes piétonniers et réservés aux vélos qui tuent les commerces. La rue de Rivoli, les commerces ferment C'est à Paris, la rue les de uns Rivoli. après les autres. Ouais. À Paris, pardon, merci. Et dans les autres villes, c'est la même chose. Dans les autres grandes villes dirigées par la gauche. On n'arrête pas d'interdire ceci, d'interdire cela, d'empêcher, d'interdire les terrasses chauffantes. On passe son temps à emmerder les Français. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter cela. Par exemple, Mais c'est-à-dire arrêter il faudrait, cela, je vais vous donner un exemple. Bah oui. Par exemple, supprimer le permis à points. Supprimer le permis à Supprimer point. le permis à points. C'est peut-être pourquoi? Mais Bah, parce là, que c'est tout pour- simplement, ça ne sert à rien. Et ça. Mais ça là, c'est coûte- pour éviter les accidents. Donc là, Non, mais les accidents, vous savez, entre des pays qui ont le On est permis à passé points. de 15 000 à moins de 5 000 morts. Absolument, entre Oui. 72 et aujourd'hui. Mais ce n'est pas dû au permis à points. C'est dû à l'amélioration des voitures, à la ceinture de sécurité Donc on ne à sanctionne l'arrière. pas les infractions routières? Mais ça n'a rien à voir. Comment Vous avez des faire infractions que par la- routières, vous payez des PV. Mhm. Ça n'a rien à voir avec les points. Il y a les deux en l'occurrence. Il y a sur les deux en certaines infractions. l'occurrence. Donc les points maintenant, c'est un racket organisé par l'État. Vous savez combien ça coûte un stage de récupération de non, déjà, c'est infantilisant au possible. Les Français peuvent pas travailler pendant deux jours et ça coûte 300 €, entre 250 et 300 €. Ça a été augmenté récemment avec l'épidémie du Covid, ça coûtait 150. Ça rapporte 75 millions d'euros. Mais c'est du racket. C'est pas des Donc- magots de Bah non, dire c'est ça, pas des Éric magots. Zemmour. Je vais vous dire. Vous pensez pas Il y que a c'est près de dangereux d'enlever le 80. permis à points Comment? Ce n'est pas dangereux d'enlever le permis à points? Mais vous savez, il y a des pays comme la Suisse, la Suède, la Finlande qui n'ont pas de permis à points. Ils ont moins d'accidents que nous, ils ont moins de morts sur la route. Mais vous Donc, diriez il y la a même chose des aucune limitations de démagogie vitesse? là-dedans. Je pense au contraire que c'est, si vous voulez, ça permettrait de rendre plus confortable la vie. Vous savez, aujourd'hui, Mais est-ce que vous dites il y la a même chose des- plus de 80% Éric des Zemmour. Français qui ont leurs 12 points. Et vous avez près de 90% qui ont leurs 10 points. Est-ce que vous diriez la même chose des limitations de vitesse? C'est Absolument, infantilisant je dirais aussi. la Donc, même on chose des supprime limitations les de vitesse. de vitesse. En tout cas, on remettrait le 90 km/h sur les routes nationales. Vous savez, en Allemagne, il y a beaucoup moins de limitations de vitesse sur les grandes routes et ils ont moins Sur les d'accidents que nous. autoroutes. Donc, tout ça, c'est très. Moi, Donc, je plus de pense que limitations la sur les baisse- autoroutes. Moi- Plus de limitations sur les autoroutes. Écoutez,
Je vais pas tout comme ça supprimer. Je vais pas jouer au Père Noël. J'ai toujours trouvé que les limitations de vitesse sur les autoroutes étaient assez inutiles. Mais voilà, parce que en fait, les autoroutes sont les plus sûres. Vous savez, ce sont les routes les plus sûres. Bon. Donc vous, maintenant, c'est surtout vous prenez quand même ce genre de décision très concrète. C'est de remettre les 90 km/h. Je vous rappelle que c'est une des causes, encore une fois, des Gilets jaunes. C'est parce qu'Édouard Philippe s'est braqué là-dessus. Et que déjà, aujourd'hui, il y a 33 départements qui ont remis les 90 km/h et sur les routes nationales. Et simplement, aujourd'hui, on passe sans fin de 80 à 90 km/h. Et ça permet évidemment de pouvoir faire flasher les automobilistes. Vous savez, c'est simple. Plus l'État est faible avec les vrais délinquants, avec les vrais trafiquants, avec les types qui font des rodéos motorisés dans les banlieues. Et l'automobiliste, l'automobiliste, c'est une vache à lait, et là, on est dur avec lui. Et vous enlèveriez au maire l'autorisation de limiter à 30 km/h, comme c'est le cas à Paris, dans d'autres grandes villes. Ça serait une très bonne idée, voyez-vous, parce que... c'est les 30 km/h qui sont une très bonne idée ? Non, d'enlever au maire ce droit. Ça date de 2015, je crois. Ça a été une bêtise de la part du gouvernement socialiste que de donner à des gens comme Anne Hidalgo le moyen de bloquer comme ça la circulation automobile. En plus, elle prétend que c'est contre la pollution. Il y a des centaines de communes qui le font. Il y a des centaines, vous exagérez peut-être. Quelques dizaines. Allez, je vous l'accorde. Pour la plupart de gauche. Pour la plupart de gauche, comme par hasard. Et en plus, vous voyez à Paris, en fait, la pollution se déplace. Et les embouteillages provoquent de la pollution. Et en attendant, elle rend impossible la vie des Français et des automobilistes. Je vous rappelle qu'il y a 18 millions de Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. On n'est pas tous à Paris à avoir le métro. Puisqu'on parle sanctions et non fonctions. Vous faisiez allusion à l'instant au rodéo urbain, par exemple. La semaine dernière, à votre place, Valérie Pécresse faisait une proposition, renouvelait une proposition, durcir les peines dans les quartiers les plus criminogènes. Est-ce que c'est une bonne idée ? Vous savez, je m'amuse beaucoup de voir... maintenant, tous ces candidats qui, pendant 20 ans, 30 ans de leur vie politique, n'ont absolument rien fait quand ils étaient au pouvoir, maintenant se réveiller tous en disant « mais oh là là, il faut être sévère, il faut être implacable avec le crime ». Enfin, passons. Oui, il faut effectivement renforcer les peines. Je pense d'ailleurs qu'il faut aller bien au-delà. Spécifiquement pour certains quartiers ou en général, là, vous dites ? Vous savez, on n'a même pas besoin de cibler certains quartiers, puisque ce sont toujours les mêmes qui provoquent, qui sont la cause des délits. Donc, il faut simplement un plan plus global. D'abord, il faut contraindre les juges à émettre ces peines. Parce que les juges, beaucoup par idéologie, d'autres, d'ailleurs parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas de place en prison, ce qui est vrai, refusent de sanctionner et libère à la grande fureur des policiers qui ramènent les mêmes 10 fois, 15 fois. Il y a 15 000 places de prison qui sont en construction ou qui sont engagées. Ouais, mais ça fait 4 ans que j'entends ça, et ça fait même 15 ans que j'entends ça. Sauf que les peines de prison, les places de prison, pardon, ne sont toujours pas construites. Combien vous en construiriez-vous moi d'abord, il y a des choses beaucoup plus simples à faire. Il y a 25% d'étrangers dans les prisons françaises à expulser. Déjà, ça libérerait vos 15 000 places. De manière immédiate ou en fin de peine ? Moi, je vais vous dire, il faut voir avec les pays qui les reprendraient, mais moi, je serais favorable, même avant même la fin de leur peine. Mais ils ne les reprennent pas, qu'est-ce que vous faites, Éric Zemmour ? Je les force à les reprendre. Comment ? Ce sont leurs nationaux. Mais comment vous les... C'est simple, vous savez... Vous les mettez sur des bateaux, puis ils arrivent au pays et on attend de savoir. Mais cher monsieur, je vous répète, ce sont leurs nationaux. Et donc on ne comprend pas comment vous faites. Mais ce sont leurs nationaux, ils sont contraints de les reprendre. Et si jamais ils ne veulent pas les reprendre, nous avons des moyens de pression pour qu'ils les reprennent. Nous pouvons supprimer l'aide au développement. Nous pouvons supprimer les visas aux habitants et de ces gens qui viennent en France, en particulier les élites. C'est ce que le gouvernement commence à faire. Gérald Darmanin oui, vous avez raison. Emmanuel Macron a mis... Vous avez tout à fait raison. D'abord, je ne sais pas s'il le fera, en tout cas il l'annonce, c'est déjà ça. Mais vous avez raison, Emmanuel Macron a compris au bout de 4 ans et demi qu'il y avait des moyens de pression. Il peut continuer. Vous voyez, j'en donne d'autres moyens. Puisque manifestement, l'Élysée et le stage de l'ENA d'Emmanuel Macron pendant 5 ans, et qu'il apprend, il a appris sur le nucléaire, il a appris vous voyez, sur la réduction des visas. Donc, voilà, Zemmour, il y a d'autres moyens. Juste avant la pause, une question très bien sur les gilets jaunes de Marie. Oui, vous avez évoqué les gilets jaunes. Eh bien, Fabien Roussel, le candidat communiste à l'élection présidentielle, lui a appelé les Français à se présenter devant les préfectures pour manifester leur colère par rapport à la crise du carburant. Est-ce que vous appelez aussi les Français à faire ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec
ce que propose Fabien Roussel. Non, je ne suis pas pour des monnaies révolutionnaires dans la rue. Je pense que la démocratie, c'est l'élection et que le peuple doit s'exprimer par l'élection. Ça passera par les urnes. Comment ? Ça passera par les urnes. Bien sûr. C'est dit, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury d'Éric Zemmour. À tout de suite. Parfois, à force de se donner aux autres, on laisse passer le grand amour tout près de nous, sans même le voir, sans même le reconnaître. Parce qu'on croit qu'aimer, c'est seulement se sacrifier. La toute petite reine, c'est le nouveau roman d'Agnès Lédig. L'histoire bouleversante d'une femme, d'un homme qui vont faire face aux plus grands défis de la vie, réapprendre à penser à soi pour savoir en aimer un autre. Un seul autre, mais pour la vie. La toute petite reine, la plus belle leçon de bonheur d'Agnès Lédig. Un livre Flammarion. La France mutualiste. Quelle est la capitale du Bénin? Porto Novo. Trop fort, papa. Et si je te demande un placement souple et fiscalement avantageux, qu'est-ce que tu me conseilles? La France Mutualiste. La France mutualiste? Oui, avec le plan d'épargne retraite de la France Mutualiste, l'épargne est même disponible en cas de coup dur. Et c'est jamais trop tôt pour préparer sa retraite. T'as vraiment réponse à tout, hein. Vous aussi, découvrez tous les avantages du plan d'épargne retraite LFM Perform sur lafrancemutualiste.fr. La France Mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille. La France mutualiste. Groupe La France Mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance enregistré à l'ORIAS. Le lien entre l'émission Le Jour du Seigneur et votre assurance vie? A priori, aucun. Et pourtant, vous ne le savez peut-être pas, mais faire du Jour du Seigneur le bénéficiaire de votre contrat est l'un des moyens de nous soutenir durablement. L'opération est simple, gratuite, votre argent reste disponible et vous pouvez même changer d'avis à tout moment. C'est un moyen sûr de vous engager durablement pour le Jour du Seigneur. Pour en savoir plus, écrivez à Marie-Laure, au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013, Paris. Saviez-vous que votre peau produit naturellement de l'acide hyaluronique? Au fil du temps, cette production diminue et les rides apparaissent. Eucérine innove avec une nouvelle génération de soins anti-âge. La formule révolutionnaire Eucérine Hyaluron Filler plus Triple Effect comble les rides, stimule la production naturelle d'acide hyaluronique et le protège de la dégradation. Résultat, 200% d'acide hyaluronique en plus. Les rides et ridules sont réduites pour une peau visiblement plus jeune. Eucérine Hyaluron Filler plus Triple Effect en pharmacie et parapharmacie. Détails sur eucérine.fr. RTL, il est 12h30. Les infos, Sébastien Rouxel. Bonjour à tous, ma décision est prise dans ma tête. Éric Zemmour maintient le suspense autour de son éventuelle candidature à l'élection présidentielle. Le polémiste d'extrême droite est l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Voter pour Marine Le Pen ne sert à rien, dit-il. Elle ne peut pas gagner parce qu'elle a enfermé ses électeurs dans un ghetto politique. Interrogé sur la flambée des prix de l'énergie, Éric Zemmour se dit favorable à une baisse des taxes et tacle l'exécutif après l'annonce d'un chèque inflation. Le gouvernement fait un chèque de 100 €, mais il va en gagner beaucoup plus avec les taxes, dénonce-t-il. Pour faire des économies à la pompe, justement, vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers le super éthanol. RTL vous le révélait ce matin, les ventes de boîtiers de conversion explosent, plus 50% depuis juin et même plus 66% depuis le début du mois chez le plus gros fabricant français. Une marche blanche organisée cet après-midi à Mulhouse après le suicide d'une adolescente de 14 ans, Dina, victime de harcèlement scolaire pendant 2 ans parce qu'elle était homosexuelle. Une enquête a été ouverte. De nouvelles perturbations dans les gares. Aujourd'hui, un TGV sur 3 supprimé sur l'axe Atlantique. La grève des conducteurs est d'ores et déjà reconduite le week-end prochain. Dimitri Payet face à Messi, Neymar et Mbappé. Jour de classique en Ligue 1. L'OM reçoit le PSG ce soir à partir de 20h45. Match à vivre en direct dans RTL Foot. 6 autres rencontres cet après-midi, notamment Nice-Lyon dans une demi-heure. Au programme également cet après-midi de la MotoGP et une première chance de titre mondial pour Fabio Quartararo. Le Français s'élancera en 15e position du Grand Prix d'Émilie-Romagne à 14h, loin derrière son rival l'Italien Bagnaia. Et puis la disparition de Marcel Bluval, metteur en scène et réalisateur. Il a marqué la télévision des années 60-70 avec l'adaptation de grands noms de la littérature. C'est à lui aussi que l'on doit la série Vidocq avec Claude Brasseur. Marcel Bluval avait 96 ans. La météo cet après-midi, du soleil presque partout. 2 exceptions, le golfe du Lion où le ciel va rester assez nuageux, notamment sur les côtes languedociennes. Et puis la pointe bretonne, avec l'arrivée en fin de journée d'une nouvelle dégradation pluvieuse. Côté température, on aura cet après-midi 13 degrés à Strasbourg, 15 degrés à Lille, 16 à Rouen comme à Paris, 19 à Lyon, 20 degrés à Bordeaux jusqu'à 23 degrés à Marseille. RTL, midi et 34 minutes, la suite du grand jury d'Éric Zemmour présenté par Benjamin Sportouche.
l'arrière-saison s'installe, quand la pluie, le froid ou les premiers flocons de neige rendent les routes glissantes, il est bon de pouvoir compter sur ses pneus Bridgestone toute saison. Le pneu Bridgestone Weather Control A005 Evo a reçu la note maximale en adhérence sur chaussée humide au labelling européen et offre des performances renforcées sur la neige. Avec l'arrivée de la loi montagne, maîtrisez votre route avec le pneu toute saison aux performances exceptionnelles. Bridgestone, des solutions pour votre mobilité. Plus d'informations sur bridgestone.fr. Ça commence par une déclaration d'amour entre deux enfants. 30 ans plus tard, ils se retrouvent par hasard dans une rue de Paris en plein hiver. Ils ont plein de choses à se dire. Un mariage, la mort d'une mère, la passion de la musique, une journée d'été à la campagne, la vie secrète d'un gigolo. Le destin les a séparés, mais n'est-il pas trop tard pour les réunir ? Avec humour, avec tendresse, entre le rire et les larmes, Agnès de Sarthe nous raconte leur histoire. Sélectionné pour le prix Goncourt 2021, L'éternel fiancé, le nouveau roman d'Agnès de Sarthe aux éditions de l'Olivier. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Éric Zemmour. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro, Marie-Pierre Haddad de RTL.fr et Adrien Gindre de TF1 LCI. On reste sur cette thématique économique qui intéresse les Français, on le sait, avec une question de Guillaume Roquette. Le 1er octobre dernier, le SMIC a été augmenté de 35 € par mois pour être porté à 1 590 € brut. Est-ce que l'État doit faire davantage ? Est-ce qu'il faut donner un coup de pouce ou est-ce qu'il faut laisser faire les entreprises en matière de salaire ? Et vous savez très bien que plus on augmente le SMIC, plus les charges sociales augmentent avec, puisque c'est en pourcentage, et plus les entreprises sont moins compétitives et plus elles délocalisent ou elles ferment. On le sait ça. Et en même temps, le SMIC en France, le SMIC net, qui est à 1230 ou 1250, n'est pas assez élevé. On vit très mal avec un SMIC en France. Il y a un problème dans d'autres pays comme la Suisse. Mais donc on l'augmente davantage ? Attendez, j'ai pas fini. Donc il y a d'autres pays où le SMIC est bien plus haut. En Suisse, en Allemagne, etc. Donc je vais répondre à votre question. Pourquoi il est plus haut ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ces pays ont conservé une industrie digne de ce nom. C'est-à-dire que l'Allemagne est à... l'industrie représente 24% de son PIB. En France, on est à 12-13. On était à plus de 20 il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est à 12-13. L'Italie est à plus de 20%. La Suisse aussi. Donc la première chose, on a désindustrialisé de façon folle. On s'est soumis au libre-échange mondialisé. Nos élites avaient la folie des services. Donc il faut d'abord réindustrialiser avant d'augmenter le SMIC. Il faut d'abord réindustrialiser, oui. Parce que de toute façon, si on augmente le SMIC comme ça, c'est des subventions. En fait, on donne de l'argent qui va se retourner contre les gens qui vont le recevoir. Mais par exemple, Xavier Bertrand propose une prime travail pour éviter qu'on puisse toucher moins de 1 500 € net par mois. Là, effectivement, c'est une subvention de l'État. Je sais bien. Ça, vous dites mauvaise idée. Si vous voulez, on a déjà étudié ça depuis longtemps. C'est ce que la Cour des comptes appelle la trappe à bas salaire. C'est-à-dire que les gens, après, on passera plus les gens au-dessus de 2 000 €. C'est un classique. Puisque lui, il veut plafonner avec 2 000 €. Donc je pense que ce sont des mauvaises idées. Ça, c'est vraiment du socialisme à l'ancienne. Aujourd'hui, on sait qu'il faut d'abord réindustrialiser. Et deuxièmement, je pense aussi, si vous voulez, que il faut réduire les charges sociales sur les entreprises qui sont beaucoup trop importantes. Il faut réduire les impôts, de production. J'ai vu que le gouvernement avait commencé en réduisant de 10 milliards. Il faut faire beaucoup plus. Tout ça aussi, ça va coûter de l'argent à l'État. Mais bien sûr que ça va coûter de l'argent à l'État. Et vous voulez augmenter le budget de la défense à 60 milliards, Éric Zemmour. De 40 à 60 milliards le budget de la défense. C'est ce que absolument. Vous avez dit hier. Porté à. Mais alors, comment vous trouvez tout cet argent ? Il y a plusieurs moyens. D'abord, moi je pense qu'il faudrait, pour attaquer le modèle social français sans attaquer le modèle social français, je m'explique, c'est-à-dire que évidemment que notre problème c'est une protection sociale trop importante. Nous avons 750 milliards de dépenses, c'est une folie, on est champion du monde, 30% du PIB, on a 47% de prélèvements obligatoires, encore champion du monde, la moyenne européenne est à 41, et on a 54% de dépenses publiques. Donc il faut réduire. Or, il faut la réduire sans toucher au modèle social des Français. Donc moi, je pense, première chose, il faut enlever la solidarité nationale aux étrangers. C'est-à-dire qu'il faut enlever le RSA, les allocations logement
et les allocations familiales aux étrangers. C'est une économie de 20 à 30 milliards. Comment ? Y compris pour les personnes qui sont en situation régulière. Absolument. Y compris. En situation régulière. Absolument. Mais attendez, donc à quel moment vous savez, il y a deux types d'allocations. C'est très simple, je vais vous expliquer. Il y a deux types d'allocations. Il y a les allocations contributives, il y a les allocations non contributives. Il y a l'assurance et il y a la solidarité. L'assurance, vous avez des droits. Vous cotisez, vous avez le droit de remboursement de la Sécu, c'est tout à fait normal. Donc ça, on ne touche à. Évidemment, on ne touche pas à ça. En revanche, il y a la solidarité nationale, c'est-à-dire que c'est la nation qui décide d'aider les siens. Allocation logement, allocation familiale, politique familiale ou RSA. Ça, je pense que les étrangers n'ont pas à le toucher. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas français. Ça ne vous a pas échappé. Donc c'est la solidarité nationale. Et c'est là où vous divisez la société. Comment ? C'est là où vous divisez par segment. Je divise entre français et étrangers. Et quand vous dites parce que si je ne... Attendez, laissez-moi répondre. Si je ne divise pas, vous voyez, si je ne discrimine pas entre français et étrangers, ça veut dire que la nation n'existe pas. Ça ne sert à rien d'avoir la France si on est étranger ou français, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. La solidarité nationale doit être maintenue et réservée aux Français. Et deuxièmement, vous savez, dans le Code des étrangers, il y a écrit un article que tout le monde a oublié et que personne n'applique, c'est-à-dire que les étrangers, pour pouvoir rentrer en France, ne doivent pas coûter aux finances publiques. Donc si on leur donne de l'assistanat, c'est qu'elles coûtent. Donc elles doivent rentrer chez elles et ils n'ont pas de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, je finis un chiffre. Non, mais attendez, allez-y, je donnerai mon chiffre après, c'est pas grave. On a encore beaucoup de... Juste pour bien comprendre ce que vous êtes en train de dire, on vous entend parfois dire qu'il y a un risque de guerre civile en France. Est-ce que ce que vous proposez là ne consiste pas à aggraver ce risque en créant justement de la tension, de la paupérisation et des populations ? Excusez-moi. Moi, je pense que c'est cette solidarité ouverte au monde entier qui crée de la paupérisation. Donc, en cessant d'ouvrir notre solidarité nationale au monde entier, au contraire, je limite la paupérisation. Les étrangers, je suis désolé, ils ne sont pas français. Donc, ils n'ont pas à bénéficier de la solidarité nationale. Et vous savez, quand je disais qu'ils coûtent à la collectivité et aux finances publiques, je continue mon raisonnement. Il y a des chiffres terribles. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 8% de chômeurs en France. Parmi les étrangers, on est à 14%. Il y a 13,4% d'inactifs, c'est-à-dire chômeurs plus gens qui ne travaillent pas. Chez les étrangers extra-européens, ce chiffre monte à 40%. Vous m'entendez ? 40%. Ouais. Ces gens n'ont rien à faire chez nous. Mais nous n'avons quand pas... ils travaillent, ils contribuent à la solidarité nationale ? Mais non. Ils travaillent, ils contribuent à leur propre contribution. Mais ils cotisent pour la solidarité nationale, c'est le système de la solidarité nationale. Quoi que vous soyez, vous payez des impôts pour la collectivité. Cher monsieur, il y a des allocations qui sont faites en fonction des revenus. Donc les gens, à partir d'un certain revenu, payent pour la solidarité nationale et ne touchent rien. Ça ne vous choque pas. Et bien là, c'est la même chose. Oui, mais... Ils peuvent contribuer, et moi j'estime que cette solidarité nationale doit être réservée aux Français. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent rentrer chez eux. Il n'y a pas de problème. Vous savez, en plus, les chômeurs, je pense qu'il faut arrêter, supprimer l'automaticité de la reconduction de leur carte de séjour. Il y a des pays comme les États-Unis, il y a des pays comme le Danemark... Pardon, mais juste important, j'ai besoin de vous m'éclairer. Ils ont cotisé pour le chômage, ils deviennent chômeurs, vous leur dites vous rentrez chez vous du moment où vous avez été chômeur. Je pense que ça ne veut pas dire qu'on ne leur payera pas ce qu'ils ont cotisé, l'équivalent de leur cotisation, mais chez eux. C'est-à-dire qu'il y a des pays aux États-Unis, ça ne vous choque pas. Aux États-Unis, vous êtes chômeur, vous n'avez plus votre green card et vous repartez. Et comment au Danemark, c'est la même chose. Au Danemark, ils ont un système social très comparable au nôtre et même parfois supérieur. Et c'est la même chose. Les étrangers. Mais de toute façon, je vais vous dire, c'était comme ça auparavant. Un étranger vient en France pour travailler. Donc aujourd'hui, qu'il cotise, qu'il participe à la solidarité nationale, mais vous lui dites en retour, je ne vous donne rien. Il participe à la richesse nationale. Et en vérité, il reçoit beaucoup plus. Vous savez, il y a eu des calculs de fait. Un étranger qui travaille nous coûte, même quand il travaille, je ne vous parle pas des 40% d'inactifs dont je vous parlais tout à l'heure, mais même quand il travaille, il nous coûte beaucoup plus que ce qu'il rapporte en école, en allocation sociale, quand je ne parle pas du reste. Alors, une question sur le temps de travail, Marie-Pierre. Oui, vous avez parlé du SMIC tout à l'heure, mais sur le temps de travail, est-ce que vous pensez qu'il faut l'allonger ?
Ça dépend lequel. Je vous explique. C'est-à-dire ? Oui. J'ai beaucoup parlé là récemment avec des chefs d'entreprise et je leur ai posé la question sur les 35 heures. Et ils m'ont tous dit que ce n'était plus un problème. Donc revenir à rester à 35 heures. Ça sert à rien. Tous m'ont dit ça. Dans le privé. Je ne vous parle pas dans la fonction publique, il faudrait y réfléchir. Mais dans le privé... dans la fonction publique, oui, peut-être. j'ai pas... écoutez, je ne vais pas... sur non, mais les je vous pose la sujets question. Je vous dis simplement, il me semble que dans la fonction publique, pour régler un problème de sous-effectif dans certains secteurs, on pourrait peut-être passer à 39 heures. Je ne vous dis pas... voilà, je sais pas, vous voyez, je ne dis pas ça comme ça en claquant des doigts. Je vous dis, c'est une idée que je lance. Dans le privé, les patrons me disent, ça ne servira à rien. En revanche, on a un problème d'activité globale. C'est-à-dire que nous sommes le pays d'Europe où l'activité globale sur toute la vie est la plus faible. Pourquoi ? Parce que les jeunes rentrent plus tard dans la vie active, merci, et les gens sortent plus tôt. Bon. Et donc pour cela, nous avons, d'après moi, deux moyens. Le premier, c'est allonger la durée de l'âge de prise de la retraite à 64 ans. Ouais. Et deuxièmement, je pense qu'il faudrait faire un système de bonus-malus, quitte à prévoir, vous savez, des baisses de charges sociales comme on fait pour l'embauche des jeunes, pour que les patrons cessent de renvoyer les salariés quand ils ont 50 ans, 55 ans, parce qu'ils coûtent trop cher, parce qu'ils sont soi-disant inadaptés, et continuent, quitte à prévoir une sorte de temps partiel, vous voyez, pour les gens de plus de 60 ans, 65 ans. Au Japon, ça se fait très bien. En Allemagne, ça se fait très bien. Et je pense que ça permettrait de rallonger l'activité globale, le temps global des Français, qui est trop bas, et ça permettrait de régler le problème de financement des systèmes de retraite, comme vous le savez, qui nous coûtent 14% du PIB, c'est 2 ou 3% de plus que les autres systèmes européens. Mais quand vous parlez de malus, ce serait quel genre de sanction que vous voulez imposer ? Excusez-moi. Quand vous parlez de bonus-malus, ce serait quel genre de sanction que vous voulez imposer aux entreprises ? J'imagine, je préfère les bonus, c'est-à-dire que je préfère encourager les réductions de charges sociales. Mais s'il faut, effectivement, si on voit que vraiment les patrons sont rétifs à ce genre de mesures, on pourrait envisager des sanctions financières. Mais globalement, vous dites, Éric Zemmour, que les Français ne travaillent insuffisamment. Je vous ai répondu. Ouais. C'est ça que je dis. Individuellement, non, mais collectivement, oui. Vous savez que l'enjeu des retraites, c'est largement un enjeu de démographie, parce qu'il n'y a plus assez d'actifs, parce qu'il n'y a plus assez d'enfants. C'est un sujet qui vous tient à cœur, mais vous croyez vraiment qu'on peut aujourd'hui faire une politique démographique, qu'on peut inciter les femmes françaises à avoir plus d'enfants si elles ne le souhaitent pas ? Vous savez, la politique de la famille, la politique démographique, qu'on l'appelle comme on veut, a été inventée en France parce que justement, les femmes françaises ne faisaient plus d'enfants. C'est tout l'hiver démographique du 19e siècle. Vous savez, sur le temps long, on nous surnommait la Chine de l'Europe au 18e siècle. Il faut y revenir ? Attendez, au 19e siècle, là, les Français ne font plus d'enfants. Et donc, d'où nos graves problèmes dans les guerres face à l'Allemagne. Donc, en 1945, on fait une politique et ça marche. Je voulais vous dire ça. Donc là, effectivement, la politique familiale, elle existe déjà. Simplement, elle a été écornée par François Hollande et par les socialistes au nom justement de la différence entre les revenus élevés et les revenus bas, qui était le contraire à la philosophie de la politique familiale mise en œuvre par le grand démographe Alfred Sauvy, qui voulait justement la même somme pour tous les Français, quelle que soit leur classe sociale. Donc oui, il faudra revenir à ce système-là. Mais la baisse de natalité, elle ne s'est pas produite sous le quinquennat de François Hollande. Ce ne sont pas ces mesures-là qui ont entraîné une baisse de natalité. Je suis désolé, ça a commencé à baisser à ce moment-là. Mais vous avez raison. Enfin, on pourra vérifier, mais c'est en tout cas, ça s'est amplifié. Okay. Mais vous avez raison, il y a un autre problème qu'on n'aborde pas. C'est qu'en vérité, il y a un décalage de natalité et donc de démographie entre les familles françaises de souche et les familles d'origine étrangère. Mais justement, c'est pour ça qu'on a besoin d'immigration ? Non, parce que je pense au contraire que l'immigration nous pose 1000 fois plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et en plus, je vous signale que si vous regardez, c'était dans votre journal, mon cher Guillaume, l'interview de Charles Prats, il explique que déjà la moitié de ceux qui touchent les retraites, 7 millions de personnes, sont nés à l'étranger. Il y a quand même un problème. Il explique aussi
si vous voulez, que il y a 67 millions d'habitants, mais qu'il y a 75 millions d'assurés sociaux. Revenons sur les femmes, Éric Zemmour, parce qu'on a parlé largement de ces problématiques-là juste avant. Vous dites on ne fait pas assez d'enfants aujourd'hui. Dans la nuit de vendredi à samedi... C'est Guillaume Roquette qui dit ça. Et vous partagez ce constat. Dans la nuit de vendredi à samedi... Je vous écoute, pardon. Je n'ai pas exactement dit ça, mais peu importe. L'Assemblée nationale a voté la gratuité de la pilule pour les femmes de 18 à 25 ans. Jusqu'à présent, elle était gratuite pour les mineurs. Est-ce que vous dites c'est bien, on a raison de donner cet accès gratuit aux jeunes femmes, ou est-ce que vous y voyez justement un frein à la natalité? Non, je n'y vois pas un frein à la natalité, j'y vois, si vous voulez, un moyen d'éviter les 200 000 avortements par an. Tout ce qui peut être fait pour éviter les 200 000 avortements par an me semble donc positif. C'est une bonne mesure. Voilà. Marie-Pierre. Et justement, sur le droit à l'avortement, Jean-Luc Mélenchon, lui, veut l'inscrire dans la Constitution. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ou pas? Parce qu'il estime que justement ce droit n'est pas acquis et qu'à chaque élection, il est remis en cause. Est-ce qu'il faut le faire? C'est faux. Personne ne remet en cause ce droit à l'avortement. Personne. Donc c'est du baratin pour pouvoir, concrètement sur le terrain, le mettre dans la Constitution. Donc non, je réponds à la question. Pour ça. Non, mais donc non, c'est la je ne suis vérité. pas favorable à ce qu'on mette ce droit dans la Constitution. Je pense que il faut revenir et il faut en rester à l'esprit de la loi Veil. Moi, je me souviens très bien de la loi Veil. J'en avais discuté avec Madame Veil elle-même. Elle ne considérait pas que c'était un droit qu'il fallait mettre dans la Constitution. Elle considérait qu'il fallait permettre aux femmes, dans des situations de détresse, d'avorter. Elle pensait naïvement qu'avec les progrès de la pilule et tous les moyens de contraception, on allait réduire à presque rien cet avortement qui est un drame pour chaque femme qui y a recours. Donc je pense qu'il faut essayer effectivement de tout faire pour limiter et non pas le mettre dans la Constitution. Mais c'est un droit inaliénable. On trouvait que c'était formidable. Mais pour vous, c'est un droit inaliénable. C'est un droit qu'on respecte et que moi, je ne tiens absolument pas à revenir dessus. Bon, justement sur les femmes tout de même, parce que vous en parlez dans vos livres et vous savez très bien que ça suscite à chaque fois la controverse. C'est vrai qu'il y a des passages qui sont assez... qui interrogent. Sur Dominique Strauss-Kahn, vous dites qu'il est le symbole de la castration de tous les hommes français, qu'on n'a rien compris, que le séducteur est devenu un violeur, que Don Juan est mort. Tariq Ramadan, sur vos écrits, quand on vous lit, ce prédicateur musulman qui est controversé est mis en examen, je rappelle, pour viol et viol sur personnes vulnérables. Vous dites c'est les affres de l'amour. Quand on vous lit, Éric Zemmour, on se dit que vous n'êtes pas dans la défense des femmes, ce que vous venez de faire sur l'IVG, mais globalement, on a l'impression que vous n'êtes pas sensible aux violences qui leur sont faites. J'essaye dans mes livres, que je le rappelle, mes détracteurs lisent en prenant des mots, en coupant des phrases, enfin bon, j'ai l'habitude. Là, j'ai lu l'intégralité. Non, mais parce qu'il faut lire dans le contexte. J'explique simplement que nous avons changé de société. Et que nous avons changé de société. Vous savez, je lisais dans Le Figaro il y a quelques jours une interview d'une femme d'ailleurs, qui a écrit un livre sur le mouvement MeToo. Et elle disait, vous pouvez retrouver ça en début de semaine dans Le Figaro, elle disait « Le mouvement MeToo n'est pas un mouvement émancipateur, c'est un mouvement éradicateur. » C'est exactement ce que je pense. Vous pensez que le mouvement MeToo des femmes victimes de violences... C'est exactement ce que je pense. Pour vous, n'a pas été... La libération de la parole, c'est un grand mot pour dire qu'il y a une éradication du mâle blanc hétérosexuel. Voilà ce que je pense. Je pense comme cette dame qui a écrit apparemment un livre remarquable. Je vous renvoie à cette interview. Mais c'est-à-dire ce mouvement a nuit à quoi là? Aux femmes, aux hommes, aux relations entre les hommes et les femmes. Combien elles en ont eu besoin pour s'exprimer. C'est de la délation ce qui s'est passé, monsieur. C'est de la délation. En plus, avec les réseaux sociaux, les gens sont accusés alors que pour la plupart, ils sont innocents. Vous avez vu le nombre d'affaires qui ont tourné en eau de boudin. Mais vous niez l'existence de violences faites aux femmes. J'essaie de comprendre, Éric Zemmour, puisque vous dites c'est de la délation. Alors, d'abord, je vais vous dire. Je suis peut-être, contrairement à mes détracteurs, le seul qui défende vraiment les femmes contre les violences. Parce que ces violences, où est-on lieu? Où ont-elles lieu? Par qui? Il
faut comprendre exactement ce qui se passe aujourd'hui et il faut arrêter de fantasmer sur il n'y a pas de violence sur les femmes faites, parce qu'en fait vous êtes en train de cibler l'immigration, si je comprends bien. Je suis en train de cibler l'immigration sur les femmes. Je suis en train de cibler les banlieues où les femmes n'ont pas le droit de se mettre en jupe. Je suis en train de cibler les banlieues où les femmes n'ont pas le droit de rentrer dans les cafés. Je suis en train de cibler les banlieues où elles se font cracher dessus quand elles ne sont pas en pantalon informe. En dehors de ces quartiers, il y en a évidemment. Les femmes ont peur partout, dans les métros, dans le RER. Dans les rues, dans tous les milieux. Non, monsieur, non, ce n'est pas tous les milieux. Non, je suis désolé de vous le dire. Non, ce n'est pas tous les milieux. Aujourd'hui, les violences faites aux femmes, on sait d'où elles viennent. On sait, Madame Schiappa d'ailleurs, dans un instant de lucidité, ce qui lui est assez rare, avait dit il y a quelques années qu'elle voulait expulser tous les étrangers responsables de violences aux femmes. J'attends l'application de cette bonne mesure. Est-ce que vous êtes, Éric Zemmour, pour l'égalité femmes-hommes ? Mais vous savez, je suis évidemment pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que les femmes ont le droit à de prendre tous les métiers, à faire ce qu'elles veulent, et de façon tout à fait libre et déterminée. Maintenant, je voudrais vous dire, contrairement au mouvement MeToo, contrairement à la théorie du genre, je pense, moi, qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme. Voilà. Alors, à partir du moment où on dit un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme, on est accusé d'être misogyne et de vouloir la mort des femmes. Non, au contraire. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes. Je pense que la plupart des femmes pensent comme moi et sont exaspérées par ce mouvement féministe indifférencié. Attendez, non, je continue. Je voulais simplement dire que les féministes qui, soi-disant, défendent les femmes, quand il y a des vraies agressions contre les femmes, alors là, elles prétendent qu'il faut élargir les trottoirs et que dire cela, c'est du racisme. Mais pourquoi ce sont les féministes. Je pense qu'aujourd'hui, les féministes qui m'accusent sont les vrais ennemis des femmes. Mais vous êtes un peu dans le tout ou rien quand même, parce que vous dites il y a des agressions dans les banlieues, il y a des raisons culturelles, religieuses, mais il y a aussi des agressions contre les femmes dans d'autres milieux. On se dit, en étant aussi systématique, vous affaiblissez votre propos. Vous savez, moi, je ne suis pas systématique, mais je respecte la statistique. Il y a toujours eu des violences faites aux femmes, il faut évidemment qu'elles soient sanctionnées et sévèrement. Seulement, je pense qu'aujourd'hui, si on en parle autant, c'est parce qu'il y a une explosion des violences faites aux femmes. Mais pas seulement faites aux femmes d'ailleurs, mais surtout faites aux femmes et qui est due à l'explosion de l'immigration. C'est l'heure de vous, président. Le grand jury. Vous, président. Pour ou contre, Éric Zemmour, la suppression de 200 000 fonctionnaires, comme le propose Valérie Pécresse ? Contre. Je pense qu'il faut être plus sérieux et faire une évaluation des vrais besoins des administrations. Mais pour ça, il faut être au pouvoir. Pour ou contre, ce que vous, visiblement, vous pouvez souhaiter. Pour ou contre l'interdiction des signes religieux dans l'espace public ? Pour. Comme a proposé Marine Le Pen. Est-ce que c'est l'interdiction du port du voile pour les mineurs et pour tous les signes religieux kippa, voile, dans l'espace public, la laïcité, pour tout le monde ? dont on parle tout le temps, c'est la liberté religieuse, c'est la tolérance, c'est la discrétion de l'État et c'est surtout la discrétion des gens. Donc, dans l'espace public, il n'y a pas de signes religieux ostentatoires qui voilà, c'est tout. On changerait de société si vous étiez président de la République, parce que cette liberté-là, elle serait enlevée aux gens, vous l'assumez. On ne changerait pas de société, on reviendrait à une société qui fonctionnait beaucoup mieux. Moi, j'ai connu dans mon enfance, excusez-moi, même avec moins une de société où mais c'est pas une liberté que d'imposer. Vous savez, jadis, Jean-Luc Mélenchon, il a changé d'avis depuis, avait une très jolie formule. Il disait, le voile islamique, c'est de l'auto-stigmatisation des femmes qui ensuite se plaignent d'être stigmatisées. Il parlait d'or à l'époque. Je poursuis. Pour ou contre, parce que vous avez parlé, on le sait, des prénoms, ça vous est attaché maintenant. Il faut avoir un premier prénom qui soit français. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction du port de vêtements dits ethniques, par exemple, Éric Zemmour ? Puisque vous dites que l'assimilation, ça passe par les mœurs. À Rome, fait comme les Romains. Donc, par exemple, on ne peut pas avoir un boubou africain, on ne peut pas avoir une djellaba dans l'espace public aujourd'hui. Un boubou africain, c'est pas possible. On ne fait pas aller à la police des vêtements à ce point. Je pense que c'est déplacé, oui. En France, on fait comme les Français. Ça ne peut pas être une singularité, une volonté personnelle de se différencier. Il faudrait aller un peu plus profondément dans votre remarque. Parce que c'est justement tout le génie de l'islam et des propagateurs de l'islam que d'avoir utilisé votre réflexion, c'est-à-dire le respect de la singularité individuelle, pour imposer
une religion qui est une religion totalitaire et qui méprise l'individu et la liberté individuelle. L'islam est une religion totalitaire. Absolument. L'islam est. Vous savez, le grand. J'ai le temps de répondre. Le grand Ernest Renan, en 1883, dans une conférence sur l'islamisme et la science, disait exactement ceci. Si vous me permettez, je vais la citer entièrement. L'islam est l'union indiscernable entre le temporel et le spirituel. C'est le règne d'un dogme. C'est les plus lourdes chaînes qu'on ait mises au pied de l'humanité. C'est dit. Je poursuis. Pour ou contre revenir sur le mariage pour tous? Je pense que le mariage pour tous a été une erreur. Je maintiens qu'il a été une erreur car il a ouvert la boîte de Pandore. Il a Mais vous le maintenez parodié le mariage. Je ne vais pas démarier les gens. Ce serait ridicule. Mais c'est-à-dire, en revanche, je vais absolument, j'aimerais qu'on arrête avec, par exemple, la PMA sans père, qu'on arrête de favoriser la GPA. On va bloquer tout ça. Mais vous supprimez le mariage pour tous. Est-ce qu'on pourra se marier? Je ne vais pas démarier les gens. Mais est-ce qu'ils pourront se marier, ceux qui ne sont pas mariés, les couples homosexuels? Écoutez, pour l'instant, oui, on verra. On verra, pas sûr. Pas sûr. Pour ou contre le retour d'un ministère de l'identité nationale, voire de la civilisation, comme vous dites? Je pense qu'il y a, au-delà de ce gadget, il y a des choses plus sérieuses à faire. Pour ou contre le rétablissement de la peine de mort pour certains crimes? Pour l'instant, non. Pour ou contre refleurir la tombe du maréchal Pétain? Franchement, c'est vraiment... Alors là, vous savez, le maréchal Pétain, comme l'a dit Emmanuel Macron, a été un grand soldat en 16. Voilà, il a... Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président? Je ne vais pas fleurir la... Qu'est-ce que vous voulez m'enfermer dans fleurir la tombe du maréchal Pétain? C'est un sujet, vous savez, ça n'intéresse personne. Le maréchal Pétain n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Donc, voilà, non, mais il y a des cycles de commémoration que le président de la République préside régulièrement. Le maréchal Pétain n'est pas dans ce cycle de commémoration. Non, mais il était dans le cycle de commémoration des grands soldats de la Première Guerre mondiale, et c'est tout à fait légitime. Même le général de Gaulle lui-même le disait. Une toute dernière question. Ce matin était invité sur Radio J Samuel Sandler, qui est le père de Jonathan Sandler et le grand-père de Harry et Samuel, qui ont été tous trois, vous le savez, assassinés par Mohamed Merah en mars 2012. Il vous le dit, ceci: pas une seule fois Zemmour n'a prononcé le nom de Sandler. Par contre, le nom de l'assassin est bien dans sa tête. Ça fait très mal. C'est un soutien subliminal au terrorisme de la part de Zemmour. Il vous demande de vous excuser. Franchement, je pense que M. Sandler, vous voyez, je le prononce, M. Sandler est malheureusement... et c'est tout à fait, je le comprends très bien, obsédé par sa douleur, et c'est tout à fait légitime. Il est aussi, je le crains, manipulé par des avocats qui veulent se servir de lui pour me combattre. Il est manipulé, vous pensez? Je pense que malheureusement, il est, en tout cas, il est instrumentalisé. Éric, je retire le mot manipulé. Est-ce qu'il vous arrive de regretter des propos que vous avez tenus ou écrits? Non, je ne regrette jamais rien. Et demain, si jamais vous deviez être président de la République, est-ce que vous considérez être le président de tous les Français, y compris des femmes voilées, des musulmans qui portent la barbe? Je ne suis pas, je suis désolé, je ne suis pas le président des femmes voilées. Je suis le président, si je devais devenir président, des présidents des Français, qui veulent être Français et qui veulent rester Français. Et non pas ceux qui veulent imposer l'islamisation du pays et transformer le pays en Liban en grand ou au pire en République islamique. Donc, je ne suis pas le compatriote de ces gens-là. Même s'ils ont la nationalité française. S'ils ont la nationalité française, ils devront absolument respecter les lois. Tout ce que vous nous avez dit ne sonne pas comme un programme de futur président de la République, en tous les cas qui souhaite l'être. Et vous me posez des questions, je réponds. D'accord. Donc pour vous, ce n'est pas on a l'impression que c'était une partie d'un programme. C'est à vous de le dire. Merci Éric Zemmour, merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis.